Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer une nouvelle série de vidéos sur les interférences en optique, ce qu'on appelle l'optique ondulatoire. C'est-à-dire qu'on va tenir compte du caractère ondulatoire de la lumière pour interpréter des phénomènes d'interférence et plus particulièrement des phénomènes d'interférence à deux ondes. Alors, je voudrais revenir sur les bases. J'ai déjà publié beaucoup de vidéos sur des sujets assez délicats concernant l'optique ondulatoire, comme les notions de cohérence temporelle, etc. Mais là, je vais revenir vraiment, je dirais, aux fondamentaux dans une série de plusieurs vidéos et on va redémontrer aujourd'hui la formule des interférences à deux ondes pour voir dans quelles circonstances précisément est-ce qu'on peut avoir des interférences. Le maître mot de cette vidéo, ça va être la notion de cohérence. On va essayer de comprendre en profondeur qu'est-ce que ça veut dire que deux ondes lumineuses sont cohérentes entre elles pour pouvoir donner lieu à un phénomène d'interférence et quand est-ce qu'elles sont incohérentes. Bref, pourquoi c'est si difficile en pratique de réaliser des interférences lumineuses. Il faut se placer vraiment dans des conditions très particulières. Alors, ce qu'on va démontrer aujourd'hui ici, à partir de la formule des interférences à deux ondes, ça ne s'applique pas seulement au trou de Young ou au système à division du front d'onde, mais ce sont aussi des notions qui s'appliqueront donc au système à division d'amplitude, une autre façon de créer deux sources cohérentes entre elles pour pouvoir réaliser des interférences. Petite particularité également de ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se placer dans l'approximation scalaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que l'onde lumineuse c'est simplement une vibration scalaire, une vibration lumineuse, un nombre, un scalaire, mais on va tenir compte également du caractère vectoriel de l'onde lumineuse comme d'un champ électrique. Donc ça c'est un petit truc qui n'est pas au programme, en particulier des classes de prépa, mais on va comprendre pourquoi deux ondes polarisées, par exemple perpendiculairement, ne peuvent pas interférer, même si elles sont cohérentes entre elles. Alors voilà la problématique. On a deux sources S1, S2 qui produisent en un point M de ce qu'on appelle un champ d'interférence. Donc ils produisent deux champs électriques. On va faire exprès dans un premier temps de ne pas les prendre ces champs à la même fréquence, à la même pulsation. Donc on a E1 en M égale E1 l'amplitude cosinus oméga 1t moins phi1 en M. Donc phi1 en M, ça va être le retard de phase de l'onde 1 en M. Et E2 en M égale E2 cosinus oméga 2t moins phi2 en M. Alors, on a l'habitude de dire en optique que si deux sources sont incohérentes, elles ne peuvent pas produire de phénomène d'interférence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire deux sources incohérentes? C'est la plupart du temps ce qui se passe. On allume deux lampes dans une pièce et l'éclairement que l'on recueille sur un mur, eh bien, c'est tout simplement la somme des éclairements, des intensités de ces deux lampes prises séparément. On allume une lampe, on éteint l'autre, on a une certaine intensité, on fait l'inverse. Et quand on allume les deux en même temps, l'intensité, c'est la somme des deux intensités des sources prises seules. Là, on dit que les sources sont incohérentes, il n'y a pas de phénomène d'interférence. Au contraire, si les sources sont cohérentes, et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, alors il y a un phénomène d'interférence et l'intensité en M n'est pas égale à la somme des intensités. Donc voilà comment, grossièrement, on pourrait définir le phénomène d'interférence. L'intensité n'est pas la somme des intensités de chacune des sources. Seul, il y aura un terme d'interférence. On va voir 2 racines de I1 I2 cos phi, c'est ce qu'on va démontrer dans la suite. Donc une modulation de l'intensité dans l'espace des franges d'interférence. Ces franges ne seront pas forcément rectilignes, elles peuvent être circulaires, elles peuvent avoir une forme quelconque, mais une modulation dans l'espace de l'intensité ou de l'éclairement lumineux qui n'est pas la somme de I1 plus I2. Alors très souvent, en optique, on a l'habitude de dire que quand les sources sont incohérentes, elles ne donnent pas d'interférence et on additionne les éclairements sur l'écran. Et quand elles sont cohérentes, on additionne les amplitudes, ou ici on pourrait dire les champs électriques, la vibration lumineuse en M. Est-ce que c'est une bonne façon de présenter les choses? Ça donne un peu l'impression que quand les sources sont incohérentes entre elles, on n'aurait pas le droit d'additionner les amplitudes. Alors évidemment, c'est une manière de parler qui va résumer un petit peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va voir que voilà, c'est un petit peu trompeur parce que même quand les sources sont cohérentes, on peut additionner les amplitudes, simplement à la fin, eh bien, on n'obtient pas de terme d'interférence, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Donc, dans tous les cas, on peut additionner les champs électriques, les vibrations lumineuses au point M, et donc on a un champ électrique total qui est la somme vectorielle, si on se place, donc qu'on tient compte du caractère vectoriel de l'onde lumineuse, donc des champs électriques E1 plus E2. Tous les détecteurs que l'on a en optique ne sont pas sensibles au champ électrique, mais sont sensibles à la valeur moyenne du carré du champ électrique total ou de la vibration lumineuse totale en un point M. Alors pourquoi? Eh bien parce que déjà, on a ce qu'on appelle des détecteurs quadratiques qui sont sensibles donc non pas à l'amplitude mais au carré du champ, c'est-à-dire à l'énergie, à la puissance de l'onde lumineuse transportée par l'onde lumineuse, ce qu'on appelle en électromagnétisme le vecteur de Poynting. Alors peut-être tu n'as pas encore entendu parler de ce vecteur de Poynting, sache simplement qu'il est proportionnel au carré du champ électrique. Et pourquoi la valeur moyenne? Eh bien c'est parce que tous ces détecteurs ont des temps de réponse qui sont beaucoup plus longs que la période de l'onde. La période de l'onde en optique, typiquement 10 puissance moins 14 secondes. Et les détecteurs, eux, sont sensibles sur des durées qui peuvent être assez courtes. Une photodiode 10 puissance moins 6 secondes, donc 1 microseconde. Ton œil à peu près 0,1 seconde, ce qu'on appelle la persistance rétinienne de l'œil. Tu sais bien que quand tu vas au cinéma, pour avoir l'impression de fluidité, il faut à peu près 24 images par seconde. Donc voilà, l'image reste imprimée sur la rétine pendant à peu près 0,1 seconde. Et pour des capteurs CCD, par exemple, ce serait plutôt 10-2 secondes, donc plutôt plus long que la photodiode et plus court que l'œil. Mais dans tout cas, tous ces temps sont beaucoup plus grands que la période de l'onde. Voilà pourquoi on va intégrer le signal sur un temps et on représente ça donc par le signal valeur moyenne. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on intègre simplement sur une période de l'onde, mais en fait on intègre sur un très grand nombre de périodes de l'onde. En fait, on intègre le signal sur le temps de réponse des détecteurs. Et donc, l'éclairement, c'est sa définition, c'est la valeur moyenne. Dans cette première vidéo, je vais travailler en notation réelle. Je vais faire une autre vidéo spécialement pour voir l'utilisation de la notation complexe et te montrer également comment démontrer la formule des interférences à deux ondes en notation complexe. Alors, l'intensité est donc proportionnelle à la valeur moyenne et donc on superpose les amplitudes des champs. Donc on va simplement, dans ce calcul-là, développer le carré. Donc on aura E1 carré, le carré scalaire ou le carré tout court, la norme au carré, cosinus oméga 1t moins phi1 en m, plus donc l'autre carré, E2 carré oméga 2t moins phi2 en m, donc plus 2 E1 scalaire E2 cosinus de oméga 1t moins phi1 cosinus de oméga 2t moins phi2 en m, bien sûr, valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne, c'est une opération linéaire, c'est une intégrale. Donc, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, ça va faire E1 carré, valeur moyenne de cos carré, c'est-à-dire 1 demi, plus E2 carré, valeur moyenne de cos carré, 1 demi, plus 2E1, E2, valeur moyenne du produit. Alors, on va transformer tout de suite ce produit en somme de deux cosinus. Donc, on va obtenir valeur moyenne de E1, E2. Donc, cosinus de la somme, donc oméga 1t, donc on va mettre les oméga, le temps en facteur. Oméga 1 plus oméga 2t moins phi 1 moins phi 2. Plus cosinus de la différence, oméga 1 moins oméga 2, t moins phi 1 plus phi 2. Tout de suite, on peut interpréter E1 carré, E2 carré sur 2 comme étant les intensités des sources prises seules. Si j'avais considéré uniquement au point M le champ E1, pour déterminer l'éclairement en M, j'aurais pris la valeur moyenne de E1 carré et donc j'aurais obtenu E1 carré sur 2. Donc ça, c'est l'intensité uniquement de la source 1, l'intensité uniquement de la source 2. Donc on voit tout de suite que s'il y a des interférences, c'est que cette valeur moyenne n'est pas nulle.
Alors, intéressons-nous donc à cette valeur moyenne. Donc on a le produit scalaire des amplitudes des champs que je peux sortir de l'intégrale. Et donc on a maintenant la valeur moyenne de la somme, donc la somme également des valeurs moyennes de ces deux cosinus. Le premier est assez facile à traiter. Il est de pulsation oméga 1 plus oméga 2. Même si oméga 1 est différent de oméga 2, c'est donc un terme qui a une très petite période de l'ordre de 10 puissance moins 14 secondes et donc qui va osciller. Et donc si on intègre ça sur un temps qui est forcément très long, le temps de réponse du détecteur, eh bien ça va faire 0. Donc c'est sûr que ce n'est pas ce terme-là qui va pouvoir donner lieu à des interférences. Intéressons-nous maintenant à ce terme-là. On va voir que les interférences proviennent de lui. On voit que si oméga 1 est différent de oméga 2, ce terme-là n'est pas nul. Et donc, ce cosinus va osciller dans le temps. Peut-être avec une fréquence qui est plus faible que oméga 1 oméga 2, puisqu'on a une soustraction des pulsations, mais suffisamment rapidement pour que sa valeur moyenne fasse 0 sur un temps de réponse des détecteurs. Donc, on voit tout de suite que la condition pour avoir des interférences, c'est que oméga 1 soit égal à oméga 2 soit égal à oméga, et on dit que les sources à ce moment-là sont synchrones. Alors synchrone, c'est pas tout à fait cohérente, c'est une condition nécessaire pour qu'elle soit cohérente, mais c'est un premier pas. Les sources sont synchrones. Donc on va faire l'hypothèse que oméga 1 égale oméga 2 égale oméga, sinon on n'a pas d'interférence, et donc du coup on se retrouve avec la valeur moyenne de cos phi 2 en m moins phi 1 en m. Voilà à quoi on est arrivé à ce stade de notre raisonnement. Alors maintenant, on va vraiment pouvoir discuter de la réalisation d'éventuelles interférences. Pour qu'on ait des interférences, il faut que ce terme soit non nul. Et donc, il faut que les deux ondes soient cohérentes entre elles. Alors, on peut directement peut-être commencer par évacuer le problème de ce qu'on appelle la polarisation de l'onde, c'est-à-dire que on voit que E1 et E2, pour pouvoir avoir un terme d'interférence, les vecteurs champ électrique, E1 et E2 doivent avoir des directions de polarisation parallèles, si ce n'est proches l'une de l'autre. Si on a des directions de polarisation perpendiculaires, eh bien à ce moment-là, on voit tout de suite qu'on ne peut pas réaliser d'interférence. L'éclairement, l'intensité lumineuse sera la somme des intensités lumineuses. Donc, on va se placer dans un cas où pour nous, E1 est à peu près parallèle, une direction proche de polarisation. À ce moment-là, le produit scalaire, voilà, on va enlever le caractère vectoriel. On se retrouve un peu dans l'approximation scalaire, c'est-à-dire dans le cadre du programme où on n'a pas à tenir compte d'éventuels problèmes de polarisation. Donc, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de ce terme d'interférence-là. Alors, qu'est-ce que c'est que phi 2 en m et phi 1 en m? Eh bien, phi 2 en m, c'est le retard de phase, puisqu'on avait pris une convention oméga t moins phi. En réalité, on voit que si on prend une convention oméga t plus phi 1, plus phi 2, ça ne change rien au raisonnement, puisque ce terme-là, il est en cosinus de la différence des phases. Or, le cosinus est pair, donc changer phi en moins phi pour les deux revient strictement au même. Alors, qu'est-ce que c'est que phi 2 en m, phi 1 en m? Phi 2 en m, c'est 2pi sur lambda 0 fois le chemin optique de l'onde pour aller de S2 jusque m, donc l'indice fois la distance dans un milieu homogène, plus phi 2 s, donc c'est le déphasage à l'origine du train d'onde issu de S2, on va tout de suite parler des trains d'onde, et phi 1 en m, de la même manière, 2pi sur lambda 0, S1m, plus phi 1 en S. Alors qu'est-ce que c'est que ces phi 1 en S, phi 2 en S? Tu es peut-être habitué à ces termes de propagation, mais un petit peu moins à ces phases à l'origine. Eh bien, c'est que chaque source émet des trains d'onde qui se dirigent vers la source. Et, en fait, l'onde n'est jamais rigoureusement purement monochromatique, comme notre modèle le laisse croire, mais chaque train d'onde a une certaine longueur, qu'on appelle la longueur de cohérence, qui est la vitesse de la lumière fois ce qu'on appelle multiplié par son temps de cohérence. Donc c'est la durée dans le temps du train d'onde. Plus le train d'onde est long, plus on se rapproche du modèle de l'onde monochromatique, et plus le train d'onde est court,
eh bien, plus c'est difficile d'avoir des interférences, plus la longueur de cohérence est courte, on va voir, ça va être plus difficile. Et ces différents trains d'ondes donc, sont émis par des excitations au niveau des atomes de la source, avec des déphasages aléatoires les uns avec les autres. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'assez subtil, c'est que la valeur moyenne de cos phi2 moins phi1 ne sera non nulle que si on considère les interférences d'un même train d'onde pour qu'il y ait un déphasage constant entre l'émission de ces deux trains d'onde. Alors généralement, ce qu'on prend, c'est qu'on prend une source primaire, par exemple dans le modèle des trous de Young, et donc à un train d'onde incident. Alors ce train d'onde, il est sphérique, hein, c'est l'image d'un caillou qu'on jette dans l'eau et qui produit une onde avec des surfaces d'onde qui sont des sphères ou des lignes qui sont des cercles, et donc qui arrivent en S1 et en S2. Et à ce moment-là, les deux sources seront cohérentes, le déphasage à l'origine sera le même, et dans la soustraction, quand on va prendre la valeur moyenne, eh bien, donc on voit la nécessité de faire interférer deux trains d'onde issus d'un train d'onde unique, et à ce moment-là, il nous restera uniquement la différence de marche à calculer. Donc la différence de marche, c'est ce qu'on appelle donc la différence des chemins optiques. Delta est égal à S2m moins S1m. Donc ça, c'est une notion très importante. On voit là ce que sont deux ondes cohérentes. Donc qu'est-ce que c'est que deux ondes cohérentes? Ce sont deux ondes pour lesquelles la différence de phase entre les deux ondes est une constante indépendante du temps. Et donc pour ça, il faut s'affranchir de l'influence de ces termes de déphasage aléatoire entre deux trains d'onde émis par la source de façon consécutive, en ne considérant que les interférences de deux trains d'onde issus d'un train d'onde unique, soit par division du front d'onde, soit par division d'amplitude, comme avec le dispositif du Michelson. On ne peut pas faire interférer entre eux des trains d'onde différents, issus même d'une même source, parce qu'ils sont déphasés aléatoirement les uns par rapport aux autres. Et donc, ça c'est la notion de cohérence. Donc on dira que deux ondes sont cohérentes quand cos phi2 moins phi1 est une constante, phi2 moins phi1 est une constante indépendante du temps. Alors voilà un petit peu des notions délicates sur cette notion d'interférence des trains d'onde, parce que finalement dans la démonstration, nous on était parti d'ondes monochromatiques, donc on n'a pas l'image du fait que les trains d'onde ont une durée limitée. Ces deux modèles sont un petit peu contradictoires entre eux bien sûr, mais c'est pour simplifier le raisonnement. Reste à exprimer E1, E2 dans le cas où les ondes sont cohérentes, E1, E2. Donc on avait vu que I1 était égal à E1 carré sur 2. Donc on voit que E1 est égal à racine de 2 multiplié par racine de I1. De la même manière, E2 est égal à racine de 2 fois racine de I2. Et donc ce terme E1, E2, la tradition, c'est de le noter racine de I1, I2, cos phi. Et donc on obtient notre formule des interférences à deux ondes dans le cas où les deux sources n'ont pas nécessairement un champ électrique de même intensité. Par exemple, on prend un trou de Young plus petit que l'autre, et là on pourrait dire qu'il y a plus de lumière qui passe par un trou que par l'autre, donc la vibration lumineuse est plus intense d'un trou que de l'autre. Donc I, c'est I1 plus I2 plus 2 racine de I1, I2, cos phi. Voilà. Donc on retient que finalement, quand on a fait cette démonstration, si je reviens à mon point de départ, l'histoire de dire que quand les sources sont incohérentes, on additionne les éclairements parce que le terme d'interférence est nul. Mais quand on dit ça, on ne perd pas de vue que néanmoins, même pour démontrer ce résultat-là, on est parti d'une superposition des amplitudes. Donc c'est un raccourci que de dire qu'on additionne directement les éclairements parce que finalement, on a au départ aussi additionné les amplitudes des champs électriques. Et quand les sources sont cohérentes, donc ça veut dire que phi2 moins phi1 est une constante, on a vu la nécessité de se faire superposer deux trains d'onde issus d'un train d'onde incident unique, donc soit par division du front d'onde, soit par division d'amplitude, pour réaliser des interférences à cause du caractère aléatoire de l'émission des trains d'onde
par les atomes. Et dans ce cas-là, on dira que les deux ondes sont cohérentes et on obtient la formule des interférences à deux ondes. Alors rassure-toi, tu n'auras pas à refaire cette démonstration la plupart du temps, sauf si tu dois vraiment discuter du caractère cohérent-incohérent des ondes. De toute façon, je pense qu'il faut l'avoir fait au moins une fois pour avoir bien compris ce que sont des ondes cohérentes, des ondes incohérentes. La plupart du temps, ce qu'on va te demander, c'est d'appliquer cette formule, qu'on appelle aussi la formule de Fresnel, la formule des interférences à deux ondes, dans des dispositifs interférentiels pour lesquels on a des ondes cohérentes. Mais il faudra toujours avoir à l'arrière de la pensée pourquoi les deux ondes sont de même fréquence, pourquoi on prend le dédoublement d'un train d'onde incident unique et quelle peut être l'éventuelle influence de la longueur de cohérence sur ce phénomène. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment beaucoup plus rapidement que ça, tu peux redémontrer la formule des interférences à deux ondes en te servant de la notation complexe. Alors, ça aura l'avantage d'être beaucoup plus rapide, mais ça aura l'inconvénient qu'on ne verra pas toute cette discussion sur la notion de cohérence et comment faire des interférences. Néanmoins, quand on te demandera de démontrer la formule des interférences à deux ondes, tu pourras utiliser directement la notation complexe et être beaucoup plus rapide. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et je pense que je vais même encore continuer toutes ces vidéos sur l'optique ondulatoire. C'est très joli, mais ce n'est pas toujours très facile, notamment ces histoires de cohérence. À bientôt.